fait, c'est cool d'avoir tort. Parce que quand Oui. avoir raison, c'est facile. Mm. Quand on vient te voir, on dit ah, j'adore ce que tu fais, c'est formidable, t'as raison, t'es grand, super, et j'apprécie. Hein, Bien sûr. mais c'est facile. Voilà. Ouais. Quand on vient te voir et qu'on te dit ah regarde, là tu t'es gouré et que c'est important, tu dis ah ouais, vas-y, explique-moi. Et en fait, se tromper, ça veut dire en fait quand on a compris qu'on se trompe, on enrichit sa vision du monde. Et on Ouais. se dit ah, il me manquait une brique. Trop bien, j'ai compris Ouais. un nouveau truc. Et après, on va voir son copain. Hey, Didier, regarde. Et on dit, Ouais. t'as vu là? Et puis, ah bon, explique-moi. Et c'est enrichissant de se tromper, ou Ouais. de se détromper. Non, mais tout à fait. C'est cool. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Richard Détente, qui a d'abord le nom le plus fun, je pense, de tous les invités que j'ai jamais reçus, mais c'est son vrai nom. C'est le fondateur de la chaîne YouTube Grand Angle, que certains de nos auditeurs connaissent peut-être, parce que c'est une chaîne assez populaire dans le YouTube économique, et qui depuis a un peu élargi ses activités, puisqu'il a lancé la chaîne Grand Angle Crypto, donc pour traiter de l'actualité des crypto-monnaies, et Grand Angle Meta, bon, qui est son projet le plus récent, mais dont on va pas particulièrement parler ici. Richard est quelqu'un de fascinant, d'abord par son parcours. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui est très curieux et qui a eu un parcours inattendu et très intéressant. D'autre part, c'est quelqu'un qui partage des analyses sur l'économie mondiale et les conséquences que ça peut avoir pour vos investissements, qui sont plutôt, on va dire, à contre-courant du mainstream, peut-être un peu tranchées, mais en tout cas très pointues, très documentées et certainement très intéressantes sur les perspectives économiques mondiales et notamment le rapport à la géopolitique, la position de la Chine, les États-Unis, la position de l'Europe dans tout ça. Alors, il est vrai qu'il propose des prestations d'information financière, notamment une newsletter financière, mais l'essentiel de ses analyses dans les grandes lignes, en tout cas, est accessible gratuitement sur Internet, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens qu'il faut en description. Et pour ne rien gâcher, évidemment, Richard est quelqu'un de très drôle, sympathique et accessible. D'ailleurs, cet entretien a été enregistré dans des conditions un peu particulières. Il devait être, je pense, 10h du soir et c'était dans le sous-sol du casino de Biarritz à l'occasion de la conférence Surfing Bitcoin dans laquelle j'avais le plaisir d'intervenir, mais Richard était également un des intervenants, j'ajouterai même un des intervenants stars de la conférence. Je vous laisse découvrir notre interview et je vous retrouve juste après. Richard Détente, bonjour. Bonjour Pierre. Je suis ravi de te recevoir parce que tu as une chaîne très populaire, plusieurs chaînes même très populaires sur YouTube et que beaucoup de nos lecteurs connaissent tes chaînes. Donc ça a commencé par Grand Angle et puis ensuite il y a Grand Angle Crypto et Grand Angle Meta. Alors est-ce que tu peux nous parler d'abord de qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené comme ça à faire des vidéos d'économie ? Essentiellement le hasard et le tâtonnement. Moi, globalement, à la fac, je me suis perdu en chemin. Donc, j'ai fait Tech Deco, donc un IUT, commerce et vente. Puis après, je savais pas quoi faire, donc je continuais. J'ai fait un DEA en gestion des systèmes d'information. Après, je suis allé bosser, mais j'ai distribué des journaux dans la rue, j'ai monté des stands en grande surface, je savais vraiment pas quoi faire. Ouais. Et après, j'ai trouvé un contrat en alternance dans à la compagnie de chauffage de Grenoble, Ouais. où on m'a dit, mais tu connais rien à la thermique? J'ai dit, bah non, mais je peux apprendre et j'ai vraiment besoin de boulot. Ouais. Donc, je suis revenu le lendemain en disant, j'ai une formation en alternance, donc j'ai fait une année en thermique pour avoir le job. Après, ils m'ont viré parce que voilà, je n'avais pas ma place non plus. Donc, j'ai fait en 15 jours, on m'a dit il y a de la place il y a un master 2 maîtrise d'ouvrage et management du patrimoine bâti. J'ai dit je comprends pas les mots, mais ça m'intéresse. Ça a l'air de ressembler à un truc qui donne du boulot, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai vu bâtiment, je me suis dit bâtiment, ça embauche. C'est la maîtrise d'ouvrage? Non, pas du tout, mais je veux bien apprendre. Ouais. Et j'ai fait ça. Et après, j'ai fait 10 ans dans le bâtiment en chef de projet, où j'ai construit, 500 logements à peu près en 10 ans. En promotion privée, sociale. Et c'est des trucs, on peut être directement chef de projet en sortant de ce genre de master, ou quand même il faut un peu être dans des trucs subalternes? Alors, ça me semble énorme en fait de diriger une construction, quoi. Je veux dire, moi aussi. Et en fait, quand on est quelqu'un de sérieux, non.
Ouais. Et quand on est un imposteur, oui. Donc en fait, j'ai fait le master. Après, j'ai dit, mais on m'a dit, mais t'as fait quoi avant? J'ai dit, bah, un peu n'importe quoi et tout. Puis je suis tombé sur une boîte qui voulait bien me prendre parce que j'étais pas cher. Et pendant 3-6 mois, je passais mes soirées sur Google. Ah bon, Placo, c'est quoi? Ah ouais, ouais. Oh non, on apprend sur le tas. Mais bon, ça, J'allais j'imagine voir que les tu aimes ouvriers. apprendre en fait. Hein, c'est ça qui est. J'allais voir les ouvriers sur les chantiers et je leur disais, ah, vas-y, c'est quoi ton métier? Comment ça marche? Je passais beaucoup de temps et j'ai appris sur le terrain. D'accord. Et 1 an et demi, 2 ans plus tard, je faisais des conférences sur la conception bioclimatique des bâtiments pour des architectes. Parce que quand on apprend et qu'on s'intéresse, on y arrive, quoi. Oui, ben, généralement, enfin, moi j'ai remarqué à titre personnel qu'on n'explique jamais aussi bien quelque chose que quand on a dû l'apprendre soi-même. Et le plus durement on l'a appris et le mieux on l'explique, je trouve. Mais Voilà. bon, après, c'est... Donc moi, j'ai fait 10 ans dans le bâtiment et puis je commençais à donner des cours à la fac en Oui. parallèle. Mhm. Et je me suis rendu compte que les étudiants, ils panaient rien à l'économie parce qu'eux, ils étaient en génie civil. Et du coup, Mais tu donnais des cours de quoi à la fac? conception bioclimatique, D'accord, voilà, oui. gestion C'était pas des cours d'économie en Ah fait. non, C'est non, juste non, que non, tu non. t'es rendu compte au passage que, d'accord. Qu'ils n'avaient pas compris qu'un projet de bâtiment, c'était des taux d'intérêt, des clients, un marché. D'accord, ouais. Donc je commençais à leur parler de ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'ils regardaient beaucoup plus leur téléphone que leurs copines et que leurs profs. Donc du coup, je me suis dit, en fait, en vrai, soit je les traite d'idiots et oh là là, vous êtes des feignants, gna gna gna, ou alors je leur parle à travers leur téléphone. Et je leur ai dit, tu regardes quoi là? Bah YouTube, monsieur. Ouais. J'ai ses mains et du coup j'ai commencé à regarder tous les youtubeurs un peu phares, les Alors qu'en Thibaut fait, si ça se Inchep, trouve, Squeezie. si ça se trouve, ils étaient sur YouPorn, tu en savais rien, tu sais. Et après je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos un peu comme ça pour D'accord. voir. Et je suis venu à l'économie parce que ça m'intéressait et j'ai ouvert Grand Angle Éco Oui. parce que je trouvais ça cool. D'accord. Et après, j'ai contacté des économistes que je trouvais bien. Je faisais des vidéos sur leur papier, je leur écrivais en Mhm. disant voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et puis il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, dont Charles Gave. Ouais. Puis on a commencé à faire des choses ensemble. Et puis après crypto et après éco, enfin après méta. Et voilà. J'ai l'impression que ça a été un peu déterminant dans la rencontre avec Charles Gave parce que pour ce que j'ai vu de la chaîne, et ça fait quelques années que je suis, tu sors énormément de vidéos donc j'ai pas pu tout suivre, mais on revoit souvent Charles Gave. Alors justement, Didier Darcet aussi. Charles, on le voit plus des masses maintenant. C'est une fois tous les 3 mois à peu près. Mais par contre, déjà pas mal. il y a eu Guillaume Rouvier aussi qui a été beaucoup sur Oui, la chaîne. c'est vrai. Il y a eu Olivier Delamarche. Il y a eu aussi un peu Philippe Erlin. Et il y a eu plusieurs personnes, mais Charles, c'est la personne avec laquelle j'ai le plus accroché intellectuellement et humainement parce que c'est un type formidable. Et donc il y a vraiment un attachement fort et affectif avec lui. Et c'est quelqu'un de brillant. Et du coup, j'ai rencontré aussi Didier qui travaillait avec Charles, Didier Darcet. Et maintenant, Didier passe très 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 souvent sur la chaîne. Oui, j'ai remarqué. Et voilà, Très donc intéressant, après, on construit. Et puis sur Grand Angle Crypto, on invite plein de gens. Mais Charles a une place particulière dans mon cœur. D'accord. Mais en fait, ce qui m'a frappé dans les vidéos quand j'ai commencé à les regarder, parce que justement, je cherchais un peu des supports pédagogiques pour trouver des bonnes manières d'expliquer des choses à mes étudiants en économie. Et je me suis dit, c'est bien fait et tout, mais ça allait déjà assez loin, quoi. Je veux dire, en termes théoriques, quand tu parles de Vixel ou de gens comme ça, je veux dire, généralement, c'est pas les premiers auteurs qu'on rencontre quand on fait un peu d'économie. Donc, c'est quelque chose qui t'a happé, quoi. Tu es vraiment plongé dedans. C'est pas si simple à aborder comme matière. En fait, je trouve que quand on cherche à résoudre un problème, si on entend des explications, on se dit « Ah là là, je me sens intelligent quand je les entends, parce que je comprends. » Et du coup, ça fait sens et c'est un Lego, quoi. On assemble les briques et on progresse. Et à la fac, pendant longtemps, je me disais « Mais oh là là, qu'est-ce que le prof, il est intelligent parce que je comprends rien. » Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Ouais, et en fait, moi j'ai toujours été Pas attiré... Bernanke, excuse-moi, je te coupe, c'était Alan Greenspan. Et aussi Feynman. Peut-être. Feynman, qui était un professeur de physique quantique, qui a fait ses conférences de Feynman, et il disait, si vous avez compris ce que je vous ai raconté sur la physique quantique, c'est que je me suis mal expliqué. Ouais, voilà, donc. Et en fait, j'ai toujours eu ce goût et cette attirance pour les gens qui sont capables d'expliquer des choses qui résolvent des problèmes, qui assemblent des pièces, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec Delamarche, avec Didier, avec Charles, avec Guillaume Rouvier, je me suis très bien entendu parce qu'en fait,
Moi, j'ai pas lu de livres beaucoup parce que je suis très lent à lire et du coup, j'ai beaucoup échangé avec ces gens-là. Ouais. Et ils me disaient, bah tiens, regarde, ça marche comme ça. Et puis après, ah bon, mais comment? Et j'ai progressé en apprenant avec tous ces gens. D'accord, donc vraiment comment dire, en te frottant à toutes ces idées, à toutes ces personnes, et justement tu as pas cherché particulièrement à savoir qui faisait autorité dans un domaine pour aller lire Non, je les m'en fous trucs et qui tout fait ça. autorité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Ouais, ça marche. ouais, Et si ça marche, bah je prends. Enfin voilà. d'accord. Alors justement, bon, Et Vixel, grand homme. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. il est à la base de nos réflexions, du coup, en Oui, bah, éco, je sais sur les taux taux d'intérêt. d'intérêt naturel et de marché. Voilà. Dans un sens, tu as la chance d'être dans une discipline où il y a comment dire, une validation par la réalité. Ouais. C'est-à-dire que l'économie, effectivement, bah, si tu es un si bon économiste que ça, investis et on voit ce que tu vaux. Donc ça, Compte les bouses à la fin de la foire, ouais. voilà, exact. Oui, je t'ai déjà entendu le dire, je crois, sur la chaîne. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ce qui t'a mené, parce que j'ai l'impression qu'au départ, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais au départ, la chaîne était une chaîne pédagogique, et ensuite, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus tourné vers les thématiques d'investissement, et puis qu'ensuite, comment dire, il y a le business aussi qui s'est greffé, justement, de dire, bon, moi, voilà, j'ai une audience, je sais investir, donc je les attire pour les aider à investir. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces business que tu as montés, de comment sont venues les idées, comment ça s'est articulé avec la chaîne, etc. Bah, moi, j'ai toujours pris les choses très simplement. J'ai commencé par faire ce que j'aime. Et en disant, tiens, ça c'est intéressant, si ça m'intéresse, peut-être que ça en intéressera d'autres. Et du coup, j'en parle. Et au fur et à mesure, quand il y a eu effectivement une audience, je me suis dit, bah, ce serait cool de développer des produits payants autour de ça pour aller plus loin. Oui, puis surtout que ça prend du temps de faire tout ça, donc j'imagine que... Ah bah oui, il faut en vivre. Voilà, c'est ça, il faut en vivre. Et à un vivre. moment, je me suis dit, bah tiens, si j'arrive à convaincre Charles, Guillaume Rouvier de faire un truc tous les trois, bah, ça peut être sympa. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'à un moment, Charles, au bout d'un an, on se connaissait un peu et puis il me dit, ah, bah, j'aimerais bien monter ma chaîne, est-ce que vous voulez pas travailler pour moi en gros? Et pour la faire courte, j'ai répondu, ah bah non, en fait, j'ai pas envie je veux pas votre argent, je veux vos compétences. Et je veux travailler avec vous, mais et puis c'est moi qui produirai l'argent, c'est pas vous qui me le donnerez quoi. D'accord. Et du coup, ça lui a beaucoup plu cette approche. Parce que il disait ah bah tiens c'est bien le premier qui veut pas de mes sous c'est ça ouais. Et en fait je me disais mais s'il y a une vraie matière et il y a un vrai sujet un vrai fond eh ben, je peux le vendre en fait parce que ça va intéresser des gens, ça va résoudre des problèmes à d'autres personnes. Ouais. Et j'ai commencé à lancer une lettre d'investissement avec Guillaume Rouvier et Charles. Et puis bah voilà, lui il m'expliquait, moi je remettais, puis Guillaume il faisait son analyse et c'est comme ça. Et puis après je me suis dit bon bah là on explique, on fait, mais on peut aller un cran plus loin, on peut essayer de monter des business qui découlent de nos analyses. Oui. Et ça on l'a fait avec Grand Angle Crypto. Parce qu'après j'ai répété la recette sur Grand Angle Crypto. Et là, on a fait CleanSat Mining. Et CleanSat Mining, c'est on parle de Bitcoin, on parle du mining, on rencontre des gens. Puis un jeudi matin, je me dis, mais on connaît les frères Jacobson, Realty, ils ont la tech pour tokeniser. On connaît Sébastien Gouspillou, il connaît le mining. Nous, on a une audience et des médias. En vrai, on a tout pour faire une boîte de tokenisation de mining. Donc j'appelle Guillaume, mon associé et co-founder. Puis je dis, hey Guillaume, regarde, vas-y, je t'explique. Mais comment tu veux faire? On appelle Seb, on appelle Jean-Marc, on appelle machin. Et puis hop, voilà. Je lui dis, est-ce que tu veux être CEO de ça? Moi, je suis président. Et puis hop, on avance. D'accord. Et puis j'appelle Seb, j'appelle Jean-Marc. Et puis voilà, on est tous d'accord. Il dit, ah ouais, trop bien. C'est intéressant que tu parles de crypto parce que ce qui m'avait semblé, c'est qu'au départ, tu n'avais pas l'air du tout de croire au sérieux du projet Bitcoin en quelque sorte. Il y a eu un changement là-dessus en fait, il y avait Olivier Delamarche et Charles qui me disaient Bitcoin, la monnaie c'est l'État, te prends pas la tête avec ça, c'est de la merde. Quoi. Ouais. Et du coup, je dis ok chef, moi mon kissi, mon kidou, hein, tu vois, on me dit ça, je comprends et voilà. Ouais. Et puis à un moment, je cherchais à résoudre un problème. Je voulais pour la lettre d'investissement trouver un moyen de réduire les frais de change pour passer d'une monnaie à une autre, pour faire des stratégies où on passe d'une monnaie à l'autre. Oui. Voilà. Et du coup, je me dis, bon, les banques, c'est cher, c'est pénible. Peut-être que les gars de la crypto, ils sont nuls en Bitcoin, mais peut-être qu'ils ont un machin technique qui réduit les coûts, quoi. Voilà. Et ma femme était partie au ski avec les enfants une semaine, donc je me suis dit, cool, je vais creuser le sujet.
Et là, en creusant les stablecoins, je me dis bon, ouais, je vais poncer Bitcoin en même temps parce que tout ça repose, c'est la Oui, base au de tout départ, l'industrie. c'est Bitcoin et ensuite tout le reste est développé à Ouais, partir de cette ouais. idée-là. Donc Quoi, du en coup, je me gros. dis mais voilà, j'essaye de faire un peu. Donc j'ai posté peut-être une cinquantaine d'heures là en 3-4 jours. Mm. Et puis après, je me dis mais en fait. C'est quand même pas si con quand on y... Parce que je me suis penché dessus, en fait, tout Ouais, bien sûr. simplement. Et j'ai arrêté de répéter ce que j'entendais et je Oui, me suis oui, penché oui. sur le sujet. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai passé un moment à entendre le nom sans même aller voir de quoi il s'agissait. Voilà. Puis j'ai vu de quoi il s'agissait sans creuser. Et quand on creuse vraiment, là, on se rend compte que, Ben, c'est comme le mec qui te dit... les implications sont hyper profondes. Oui, Enfin, puis c'est comme le mec qui te dit ah bah moi j'ai des pilules qui guérissent le cancer. Tu dis ouais, ça va. voilà. En fait, c'est vachement intéressant cette difficulté à passer la barrière encéphalique Oui. d'une idée. Ouais. Parce que si on examine toutes les idées, on fait rien parce qu'on est submergé d'idées à la con autour de nous. Exactement. Et Ouais, du coup, c'est bien d'avoir un frein parce que si l'idée est bonne, elle finira par percer. Et Oui. du coup, je me dis bon bah D'ailleurs, c'est à Bitcoin. force de voir revenir, enfin moi-même, et je pense Exactement. que c'est pareil, à force de voir revenir ça, et puis de le voir venir aussi sous la plume ou dans la bouche de gens que j'estime Exactement. intellectuellement, là, Exactement. je me suis dit, ça peut pas être totalement con. Et à bout d'un moment, tu dis Ouais. bon allez, je prends. Mais Oui, j'ai voilà. pas 50 heures à mettre sur les pilules qui guérissent le cancer, l'eau qui soigne, Voilà, qui ouais, est tout le à fait. retour de l'être aimé, tout ça. Va. Ouais. Donc la monnaie magique qui résout les problèmes monétaires, voilà, c'est dans le panier des pilules contre le cancer. Ouais. Donc et puis à un moment, on l'entend parler, on voit des gens sérieux, on se dit bon bah allez, je ponce, je mets les 50 heures et des fois on trouve des choses cool. Et D'accord. du coup, je vois Bitcoin, je dis oh là là. Et puis du coup, je fais une vidéo, 2-3 tweets, et comme je suis déjà connu sur Grand Angle Echo, eh ben, il y a des gens qui viennent, et puis je leur dis, mais c'est qui les boss du game pour aller les voir directement? Et puis on m'envoie vers Yorick, on m'envoie vers Yorick de Montbine, Ouais. on m'envoie vers Pierre Noisa, on m'envoie vers Sébastien Gouspillou, et en fait, en 2 mois, je rattrape le retard très vite parce que j'ai cette chance Ah, mais quand en on a les tant que bonnes média. personnes, bien Bah, aussi, oui, quand c'est on sûr. apprend avec Yorick de Montbine ce que c'est que Bitcoin, ça va plus vite que quand Je suis on d'accord, lit le ouais. papier de Satoshi. Hein. Parce que Ouais, bien le sûr. white paper, il y en a Oui, plein qui disent j'ai découvert Bitcoin dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Ouais, mon genou. Hein. Parce que ouais. quand on lit les 15 pages, oui, tout à fait. Oui, j'aurais dit la même chose, mais bourré. Non, c'est... Et encore, le white paper est relativement simple par rapport ensuite à toute la complexité qu'il y a derrière aujourd'hui. C'est Mais pas que c'est enfin, compliqué, c'est que c'est différent. Et en fait, Bitcoin n'est pas compliqué, il est différent. Et c'est différent, mais c'est un peu contre-intuitif, quoi. Au départ, on se dit, mais pourquoi aller s'embêter à se tordre l'esprit, à décentraliser ça en faisant la preuve de travail, etc. Alors que, bon, si on a un intermédiaire et qu'on choisit pas trop mal, ça marche pas si mal que ça, etc. Bon, alors ça, moi, le côté je cherche à régler des problèmes monétaires, pas de problème. Par contre, quand on explique ce que c'est qu'une clé, publique ou privée, oui. L'image mentale qu'on a d'une clé, c'est une serrure, une clé. Mais les mots sont hyper mal choisis. Clé, portefeuille, etc. Généralement, ils sont en fait, assez mal choisis. Si on explique le principe de la clé privée et de la clé publique à un enfant de 6 ans, il la comprendra plus vite qu'une personne de 50 ans. Parce que le principe est simple, mais il est très différent de ce qu'on a l'habitude de manipuler. Ouais. Et plus on grandit, plus on se fait des schémas mentaux pour comprendre le monde, et plus la différence est difficilement accessible. Donc c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est différent. Et du coup, ça demande de se taper un peu la tête pour dire alors je pose mes schémas de côté. Ouais. Ça explique peut-être qu'il y a une certaine réticence à Bitcoin, une méfiance, voire parfois une hostilité chez des gens qui pourtant devraient normalement aimer Bitcoin au sens où ce sont des gens qui sont libéraux, qui sont anti-banque centrale, etc. Mais pourquoi il n'aime pas Bitcoin, Charles? C'est pas logique. Ouais, bien sûr, ouais. Mais parfois c'est parce qu'ils sont déjà obsédés par l'or, ou il y a des trucs comme ça, ou bon, je sais pas, ou parfois peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas se dédire aussi parce qu'ils ont vomi sur le truc au départ, et donc voilà, je sais pas, hein, mais bon, moi je pense l'ego que est un mauvais serviteur. Je veux dire, moi quand on me dit ça fait 2 ans que tu craches sur Bitcoin et maintenant tu dis que c'est trop cool, maintenant je l'ai bossé, j'ai compris, je me suis trompé. Et moi, so what, oui, je demande toujours qu'à changer d'avis sur un sujet si on me prouve le contraire. En fait, c'est cool d'avoir tort, parce que avoir raison, c'est facile. Quand on vient de voir, on dit j'adore ce que tu fais, c'est formidable, t'as raison, t'es grande, super, et j'apprécie, hein, mais c'est facile. Voilà. Ouais. Quand on vient de voir et qu'on te dit regarde, là tu t'es gouré et que c'est important, tu dis ouais, vas-y, explique-moi. Et en fait, se tromper, ça veut dire en fait, quand on a compris qu'on se trompe, on enrichit sa vision du monde. On se dit il me manquait une brique. Trop bien, j'ai compris un nouveau truc. Et après, on va voir son copain. Didier, regarde. Et on dit, t'as vu là? Et puis, bon, explique-moi. Et c'est enrichissant de se tromper, de se détromper.
Non, mais tout à fait. C'est cool. Pour nos auditeurs qui sont des lecteurs de Contrepoint et qui normalement sont majoritairement libéraux, ce serait intéressant justement de voir comment toi tu te situes, que ce soit politiquement ou sur le plan des idées, etc. Parce que j'ai toujours un peu de mal à saisir. Mais peut-être qu'en fait c'est parce que tu cherches pas à te positionner. Mais comment tu te définirais si quelqu'un te connaît pas, voilà. Alors déjà, pourquoi je parle pas de politique? Parce qu'en fait, la politique a ceci de caractéristique qu'elle cherche à te dire quel est ton avis pour changer le monde. Quand on vote, on essaye de changer le monde. Quand on milite, on essaye de changer le monde. Et moi, je dis, bon, je suis un milliardième d'être humain, c'est-à-dire si on prend l'être humain en centre, voilà, donc je suis à peu près un milliardième de ça. Donc mon avis, franchement, l'univers s'en fiche royalement. Voilà, que je pense ça ou ça changera pas le monde. Donc mon approche, c'est de dire, il vaut mieux comprendre le monde. Et une fois qu'on a compris où est-ce qu'on prenait les claques et où est-ce qu'on prenait les récompenses, bah on choisit son camp, quoi. On enlève ses assets de là où il y a des coups à prendre, et on les met là où c'est plutôt sur la montante. Et en fait, j'ai dit toujours ça moi à mon audience sur Grand Angle Éco, ne cherchez pas à changer le monde, sauf si c'est vraiment une vocation ou le but de la vie. Mais de base, si vous êtes laitier, charpentier ou prof, cherchez pas à changer le monde, cherchez à le comprendre et à vous adapter au monde. Donc c'est pour ça que je pense que la politique, d'un point de vue individuel, on s'en fiche un peu parce que ça nous concerne même pas. Sans forcément parler de politique, et au niveau des valeurs, quoi. C'est-à-dire, je sais pas. Moi, je suis libéral capitaliste, avec alignement, avec une tendance à l'anarchisme. C'est-à-dire que libéral, pour moi, c'est l'état de droit. C'est-à-dire qu'on dit, ok, vous vous organisez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on donne une loi commune, et dans ça, j'aime bien la démocratie directe. Et ensuite, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos avec Étienne Chouard à l'époque, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la démocratie athénienne et tout, voilà. Et une fois qu'on a la règle commune, c'est l'état de droit, c'est Locke, voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut mettre la propriété parce que chacun sait où est sa responsabilité. Donc on peut avoir la propriété du capital. Et je peux prendre des risques. Je gagne, je perds mon capital. Et du coup, ça marche. Mais ça marche, c'est pas parce que j'aime bien, je constate que ça marche. Et ce qu'on appelle le néolibéralisme, ça me met en rogne. Parce que c'est comme les néo-femmes enceintes. Ça n'existe pas, le néolibéralisme. C'est une escroquerie. Alors, on a beau me mettre des affiches que les hommes peuvent tomber enceintes. Non, et non. Enfin, voilà, non. Et le néolibéralisme, c'est juste un dévoiement intellectuel harvardien, parce que c'est anglo-saxon, qui justifie le vol de générations futures pour expliquer que c'est quand même vachement mieux de faire du levier sur des gars qui peuvent pas voter ou donner leur avis. Il y a Ray Dalio qui a vraiment Changing World Order, qui montre que les civilisations naissent, vivent et meurent et rebondissent éventuellement. Mais ça, c'est une option. Il y en a qui n'ont jamais rebondi. Et globalement, quand on arrive à l'apogée, on est devenu feignant. Ça, c'est Ibn Khaldun qui l'explique bien. Oui, voilà, ça, il n'y a pas de problème. C'est assez bien connu. Et du coup, à un moment, quand on est bien gras et qu'on est bien riche, on n'a pas envie de se mettre au taf. Je veux dire, et on n'est jamais plus productif que quand on a besoin d'argent ou quand on a besoin de trouver une nana parce qu'on est célibataire. Voilà. Et du coup, à un moment, on se dit, bon, les règles qu'on s'est données, en vrai, on peut prolonger la fête avec la dette. Et oui, quand on réfléchit, etc., on peut venir. Mais en principe, on peut concevoir un monde où on endette les générations futures, où derrière, ça marche. Et à chaque fois, on fait une concession avec la morale, avec la loi, avec le droit, avec ce qui est juste. Oui, les fondements éthiques, en fait. Et à chaque fois, on grignote un bout. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans l'état où on est aujourd'hui. C'est-à-dire un truc où on paye les gens à rien foutre, et puis on endette on sait pas qui, et on transfère les usines pour consommer un peu plus. Enfin, ça devient... Et puis à un moment, forcément, c'est l'effondrement, quoi. Alors, c'est pour ça que le néolibéralisme, pour moi, c'est un acte de fainéantise qui dit on ne se renouvelle pas, on arrête d'innover, et on a des structures sclérosantes qui justifient leur existence pour ne pas être éclatées. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, sauf pour l'appeler néolibéralisme. Mais je ferme la parenthèse. Ils nous le vendent comme ça, non, aujourd'hui? Moi, je n'ai pas l'impression, mais en même temps, je suis pas le mieux placé pour le dire parce que, justement, venant plutôt de la famille libérale, je sais pas comment les gens parlent des libéraux entre non-libéraux, tu vois. Enfin, je sais pas quelles sont les étiquettes quand on parle de néolibéralisme, je leur dis, mais non, mais moi, je suis un libéral, je sais pas ce que c'est, votre truc, là. Il y a le Canada Dry, c'est pas de la bière. Enfin, tu vois, me parlez pas de Canada Dry, voilà. Ouais, non, c'est sûr.
En France, qui est le pays le plus égalitaire au monde et où il y a le moins de libéralisme au monde, c'est le pays où on bave le plus sur les libéraux. Oui. Mais me parlez pas des zèbres, il y en a pas ici. Ouais, non, mais c'est ça, oui. Mettez pas tout sur le dos des zèbres, il y en a pas. Ça existe pas. De quoi vous me parlez? C'est marrant. Non, mais ça ne laissera jamais de m'étonner. Je rebondis juste sur 2 points que tu as mentionnés parce que c'est toujours des trucs qui m'ont gêné parfois quand je regardais tes vidéos. D'abord, l'idée de la désindustrialisation. Et alors, tu vas me dire si j'ai mal compris. Mais là, tu avais l'air de critiquer l'idée selon laquelle on faisait fabriquer des choses ailleurs pour moins cher, pour finalement pouvoir consommer plus en transportant, etc. Est-ce que c'est pas, enfin comment dire, est-ce que c'est pas un phénomène purement justement capitaliste et de marché libre, le fait d'avoir une division du travail, alors qui est peut-être un peu exagéré, là, on est peut-être allé un peu loin là-dedans, et d'ailleurs on l'a vu avec le Covid, bon, ça a ses mauvais côtés aussi. Mais est-ce que c'est quand même pas quelque chose de normal? Enfin, je veux dire, avoir une usine, c'est pas. Enfin, si on peut avoir les trucs de l'usine sans savoir l'usine, en quoi est-ce que c'est pas plus cool? Alors, c'est pas plus cool parce que faut savoir qu'est-ce que c'est que la richesse et d'où vient la richesse. Quand tu arrives une main devant, une main derrière aux Amériques, avec ton bateau qui a coulé parce qu'il n'a pas supporté le voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par couper du bois pour te chauffer, à buter le premier machin qui a une fourrure pour t'habiller et à planter des trucs qui poussent pour les manger. Donc ça veut dire que, et ensuite, une fois que tu as ça, eh ben, tu peux dire, bah, tiens, tu vas faire coiffeur. Et quand tu as des excédents, tu dis, bah, tu peux faire coiffeur, et tu finis avec des iPhones. Mais ça veut dire que la base de la richesse, c'est les matières premières et l'énergie. Et un pays qui n'exploite plus de matières premières et qui n'a pas accès à l'énergie, c'est un pays qui est forcément dépendant du reste. C'est-à-dire qu'il est en précarité par rapport à ses dépendances. Mais s'il est dépendant du reste, c'est-à-dire aussi le reste est dépendant de lui. Ça dépend. Le jour où tu manques de sacs Vuitton parce que t'as pas d'industrie du luxe, c'est moins embêtant que le jour où tu manques de matières premières. Non, mais c'est tout à fait exact. Mais moi, je pensais plutôt au cas de la Chine et des États-Unis. Alors, on va y venir, justement. Voilà. Et l'idée, donc il y a ça. Il faut jamais sous-estimer l'intérêt stratégique quand on pense à l'échelle de pays. Si tu me dis on fait péter toutes les frontières et le monde est un monde sans frontières, oui, bon après. Oui, mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas le cas. Voilà. Le secteur primaire, c'est quand même une clé que t'as. Et d'ailleurs, à la Suisse, je sais pas pourquoi on prend toujours l'Allemagne comme exemple, alors que les Allemands ils sont pas si bons que ça, alors qu'on a la Suisse juste à côté. En plus, ils parlent français. Je sais pas pourquoi s'emmerder avec l'allemand. Mais la Suisse a gardé son industrie. Mais son industrie s'est transformée. C'est-à-dire que oui, quand tu es la France et puis tu as des usines un peu crasseuses et qui font des trucs un peu à bas coût, etc., ben, tu dis je peux les faire moins cher ailleurs, t'envoies l'usine là-bas. Mais ça, il faut que ça se fasse au prix d'une montée en compétences, d'une montée en gamme. Pendant ce temps-là, en fait, si on consomme ce que produisait avant l'usine, il faut faire quelque chose de plus rentable. Et d'ailleurs, par définition, j'ai envie de dire, si on veut pouvoir importer les produits en question, il faut avoir autre chose à exporter. Exactement. Et en fait, c'est vrai qu'en France, on exporte du tourisme et des sacs Vuitton. Voilà, et des bouts de papier. Et des bouts de papier. Et le problème, c'est que quand on prend à l'Asie sa production et qu'on envoie des IOU, donc des bouts de papier, en disant je te le revaudrai plus tard, c'est là où la fainéantise commence. C'est-à-dire, logiquement, si je veux importer des produits chinois, la première question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je lui donne en échange ? Qu'est-ce que je lui renvoie? Et si la question c'est je lui renvoie une dette, un bon à valoir plus tard, mais plus tard qui? Enfin, et à un moment tu dis bah non. Et les Suisses typiquement, bah globalement ils ont un marché obligataire très intéressant et très important, le marché obligataire pour piloter l'économie en interne et avec les taux d'intérêt et le taux de change en externe avec les PRA. Mais ils ont aussi, quand ils lèvent des obligations suisses, avec ça ils achètent des assets. C'est-à-dire que tu as besoin d'un marché obligataire. Mais pour ne pas être endetté et pour ne pas endetter des gars qui ne votent pas, comme c'est une démocratie directe, tu vois, ça passe mal. Eh bien, pour équilibrer tes comptes, tu achètes des assets à l'étranger ou en interne. Et comme ça, c'est-à-dire, c'est le gouvernement suisse qui, lorsqu'il émet... La BNS, elle est gavée d'or, d'actions chinoises, de yuan, d'obligations chinoises, d'actions de la tech américaine. Et parce qu'en même temps, elle émet de la dette. Donc, elle émet des bonds. Et avec l'argent des bonds, elle achète des assets. Et du coup, au global, elle n'est pas endettée. Moi, si je pense marché obligataire dette publique, je pense plutôt à l'agence France Trésor qu'à la Banque de France ou à la BCE.
Ah bah l'agence France Trésor, si je ne me trompe pas, elle gère les émissions de Oui, dette. elle fait les émissions de dette, mais je Oui, veux dire, voilà. c'est que ça finance le Mais c'est la gouvernement. BCE qui gère les assets et qui gère la monnaie, qui gère. Oui, enfin, je crois que c'est un peu complexe entre Enfin, la la BCE, BCE, on va Banque dire centrale, la mais le BDF à système l'époque, Banque quoi. centrale, quoi. Ouais, Voilà. voilà. Mais, La Banque centrale, elle pilote. mais je veux dire, une monnaie centralisée, voilà, une banque centrale avec un plein étalon or comme on a connu sur une assez courte période, trop courte je pense, mais ça veut dire quand même qu'ils peuvent pas créer autant de monnaie qu'ils veulent pour faire le pari directionnel sans que ça ait de conséquences, sans que le taux de change Eh ben, quand ça même dépend des ajuste moments. tout ça. Regarde, le système or, typiquement, on va dire que c'est le système euro dans le cadre de la crise de la Grèce. C'est-à-dire que la monnaie, c'est l'euro et tout fonctionne en euros. Et si t'as pas d'euros, tu peux pas aller acheter ton pain. La Grèce connaît les problèmes qu'on lui connaît au début des années 2000. Et il se trouve que dans des villes et des villages grecs, il n'y a plus d'euros. C'est comme s'il n'y avait plus d'or. Donc tu peux plus. Toi, t'es menuisier, tu continues à bosser. Le gars, il est boulanger, il continue à bosser. Mais- Vous pouvez plus vous échanger de choses parce qu'il n'y a plus d'euros. Mais il n'y a plus d'euros, encore une fois, si Et si leur truc a la moindre valeur, normalement, Non, mais parce qu'il y a une ça crise doit sur attirer de l'euro, l'argent. comme s'il y avait une crise sur l'or. Les Ouais. Espagnols, ils ont dépensé tout leur or, on connaît l'histoire, il n'y a plus d'or. Ouais. Mais les gars, dans le village, ils bossent. Ils peuvent s'échanger des choses. Oui. Mais comme le troc, c'est quand même Oui, bien ça, c'est pénible, pénible, bien sûr. Ouais, ouais. c'est quand même super relou. Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Grèce? Mais ils ont pris des bouts de papier et ils ont dit, allez, on va se faire une monnaie locale. C'est le zouglos ou le je sais pas quoi. Et ils ont fait une monnaie fiat. Ouais. Et ils se sont fait leur monnaie fiat. Touc, 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 touc. Donc en fait, la monnaie fiat et sa régulation, parce qu'ils se sont mis 2-3 règles à l'échelle locale, ça marche bien. La monnaie fiat et sa régulation, c'est ce qui te permet d'échanger quand t'as plus d'or, t'as plus d'euros, l'instrument. En fait, Elon Musk a une super expression, il disait l'économie, c'est la réalité, et le système financier, c'est le software qui pilote l'économie. Et quand le système financier, il y a eu du sable dans la machine, Ouais. il y a plus, ça bug, il est out of order, l'économie peut continuer à fonctionner. Oui, elle existe Donc toujours. tu te recrées Ouais. des trucs. Et en fait, les fiat, ce qui est bien, c'est que quand tu as des problèmes sur l'or, comme avec l'Espagne je sais plus, 16e siècle, je crois. Oui, Ouais. quand ils avaient dépensé tout leur or, Voilà, c'est ça. plutôt 17e alors je dirais. Ouais. 17e. Et ben là, tu te dis, bon, ben l'or, c'est cool, mais maintenant qu'on n'en a plus, va falloir qu'on fasse autre chose pour recommencer à remettre des nouvelles règles. Et on va pas attendre 2 siècles d'aller chercher lingot par lingot, de remettre de l'or dans les coffres, alors qu'on peut s'organiser autrement pour repartir tout de suite, quoi. Donc en fait, la monnaie fiat, c'est un pari social directionnel. L'or, c'est un pari social mondial. D'accord. Et c'est ça qui est cool, parce qu'en fait, la monnaie, faut pas penser comme la monnaie, mais comme le système monétaire. Moi, c'est la grande leçon que j'ai apprise. Il faut penser en système sur la monnaie, parce qu'en plus, quand on dit la monnaie, on se dit, mais c'est quoi la monnaie stable en tout temps? Mais tout ce qui est stable est mort. Tout ce qui est volatile est vivant. Oui, parce que de toute façon, si la monnaie est censée représenter une créance sur l'économie, bah, si l'économie bouge, la monnaie bouge. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir... et c'est pas pour rien. En fait, chez GAFCAL, et c'est ce que je partage, il y a une grande idée quand même qui émerge des travaux de Charles et Didier, c'est qu'on n'invente pas l'économie, on fait émerger l'économie. C'est-à-dire que, et Didier a beaucoup travaillé sur il est physicien et ingénieur en physique à la base, c'est que les lois qu'on retrouve constituantes de l'univers se retrouvent dans tout ce qui existe et auquel on est confronté puisqu'on fait partie de cet univers. Et la finance et l'économie n'en sont pas exclus, loin s'en faut. Donc en fait, les assets émergent parce que c'est comme les lois de la physique, on les découvre au fur et à mesure. Ouais. On n'invente pas la gravité parce qu'on trouve ça fun. Elle est là et on la découvre. Et les assets en économie, on fait émerger des natures d'assets différents. Ouais. Et l'or et les fiat, ils n'ont pas le même trône. Oui, sauf que alors pour suivre l'analogie, je pourrais inventer une théorie bidon en physique et faire croire que ça existe. Puis un jour, on se rendra bien compte que quand on fait mon expérience là que j'ai décrit en théorie, ça marche pas comme prévu. Là, c'est un petit peu le coup des monnaies fiat où on espère que en imprimant autant qu'on en a imprimé entre guillemets ces dernières années, comme pour l'instant tout va pas trop mal, ça va encore aller. Mais donc en fait, c'est un système dont l'illusion met du temps à claquer. Oui, voilà. C'est comme le denarius. Pour les Romains, ça leur a pris 500 piges pour zigouiller le denarius parce que
l'information circulait moins vite. Ouais. Et la vitesse de circulation d'information est un paramètre majeur dans l'évolution des sociétés et de l'économie. Certain. Donc forcément, l'Empire romain, je sais pas combien de temps il fallait pour aller de Carthage à Rome, mais voilà. Et maintenant, avec un mail, ça va vite. Et maintenant, si on rajoute les capacités de traitement de l'IA qui prémâche l'information pour les gars qui décident, ça va encore plus vite que les... Donc en fait, les crises et les phases d'expansion vont plus vite. Oui. Donc voilà, that's life. Et en réalité, on observe mieux les cycles. Mais on voit bien que dans les marchés, un bond, une action, la monnaie, l'or, l'énergie, c'est des assets qui ont chacune leur propre nature. Ouais. Donc après, il faut regarder quelle est leur nature et se dire, si ça c'est sa nature, je peux couillonner le système en mentant. Ouais, mais c'est du mensonge. Voilà, c'est comme la machine à faire des ronds dans l'eau, perpétuelle, elle ne s'arrêtera jamais. Si, il suffit de prolonger un peu et puis on voit que ça marche pas parce que la physique ne prévoit pas de mouvement perpétuel dans son catalogue de lois. D'accord, oui, non, je vois. Donc les obligations, c'est sain à partir du moment où c'est assis sur justement sur un pari réel. Donc tu disais sur un pari directionnel sur une économie, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais on est allé. Proprement. Alors la question, c'est qu'on serait allé trop loin là-dessus. En fait, en fait, on s'est servi des bonds non pas pour piloter l'économie, mais pour financer des déficits. C'est pas le but. Je pense que les partisans du déficit public te diraient, ça dépend pourquoi on fait du déficit. Si c'est du déficit pour construire des trucs qui serviront aux générations futures, dans un sens, c'est normal aussi de faire payer les générations futures pour un truc qui aura été financé avec les efforts des générations présentes. Oui et non, mais cette vision est très prétentieuse parce que ça veut dire que le gars qui endette ses petits-enfants, il sait. Voilà, il sait. Et en fait, si on met dans l'équation « je sais », on a la solution à tout. Oui, bien sûr. Si je sais, d'ailleurs, c'est l'image de Dieu. Dieu, il sait. Donc, s'il me dit marie-toi avec cette mouche parce que voilà, si c'est Dieu, je vais le faire parce que ce sera pour parce qu'il sait tout le mec. Donc forcément, c'est qu'il y a un intérêt. Moi, je comprends pas, mais c'est pas grave. Après, penser qu'on est capable de faire des paris à 50 ans. Moi, j'ai déjà du mal à savoir quelle sera la prochaine technologie de rupture dans 5 ans. Alors, les paris dans 50 ans sur les bonds, sur la dette, ça me paraît quand même très prétentieux. Alors, je suis d'accord avec ça et j'essaie de réconcilier ça avec ce que tu dis par exemple sur la Chine ou ce que je crois comprendre de ce que tu dis. Sur la Chine, il y a certainement un hiatus entre les deux. Où justement, j'avais cette impression que tu défendais et justifiais l'endettement de la Chine et les espèces de, ce qu'on qualifie parfois de surinvestissement, les villes fantômes, les trucs comme ça, en disant mais vous inquiétez pas les gars, ça c'est du dur, c'est des trucs, ça sert peut-être pas tout de suite mais ça servira. Enfin, en gros, s'ils financent des trucs qui apparaissent financés à perte là maintenant, il reste quand même quelque chose, il reste un actif. Alors qu'en France, on a juste redistribué et donc là, il restera rien du tout. En fait, alors le cas de la Chine est très intéressant parce que ça nous amène à la croissance ricardienne et à la croissance schumpeterienne. La croissance ricardienne, c'est le truc préféré des ingénieurs des ponts et chaussées et des gens de l'ENA. Parce qu'en fait, on voit ce qui marche à côté. Les Chinois, ils disaient il faut tant de eux, ils ont tant d'autoroutes, de bretelles d'autoroutes par habitant, ils ont tant d'hôpitaux, ils ont tant. Donc en ordre de grandeur, on transforme ça chez nous. Allez hop, vous me faites 7 périphériques espacés de 5 km à Shanghai. Mais c'est des champs là-bas. Ouais, mais on va se développer et du coup ça va y aller parce que en final ça s'est passé comme ça à côté. Ouais. Donc tu fais du rattrapage et en fait tu organises le territoire pour organiser les complémentarités, les infrastructures, faciliter le commerce. Il y a du blé au nord, il y a du riz au sud. Tu fais un pont, faut pas être un génie pour se dire que c'est un pont, il est rentable. Voilà. Parce que ça évite 3 jours de promenade pour trimballer le blé et le riz, pour contourner le fleuve. Mais ça, en fait, c'est de la croissance ricardienne. On fait de l'efficience. On fait et c'est du rattrapage en fait. Surtout quand tu es en retard, tu peux copier copier les voisins. On copie ce qu'on fait les autres. Donc c'est pas dur de faire de l'investissement d'infrastructure quand on sait que ça marche. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que j'étais pas très impressionné par les taux de croissance de la Chine dans les années 90-2000 parce que vu d'où ils partaient, qui étaient crevés de faim, heureusement qu'ils ont des taux de croissance comme ça. Oui, mais par contre, ce qu'on peut leur accorder, c'est que déplacer 200 millions de personnes en moins de 20 ans de la campagne vers la ville en ordre, c'est-à-dire sans qu'il y ait de gros qu'il y ait de révolution et que ça marche. C'est le côté en ordre qui m'inquiète justement en Chine. Oui, mais c'est très administratif.
Mais en fait, la croissance ricardienne ne souffre pas de l'administration, puisque l'administration va rationaliser. Et du coup, pour faire des autoroutes, des ponts, des hôpitaux, Oui, donc des de la machins en croissance grande ricardienne, quantité, c'est adapté à des pays comme la Chine, des cultures comme, nous, comme les c'était cultures les 30 asiatiques Glorieuses. plutôt. Ouais. Pourquoi on a les ponts et chaussées? D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle les ponts et chaussées? Parce qu'on avait besoin de ponts et de chaussées. Ouais, bien sûr. Basiquement, donc il y a un président qui a dit ouais, il nous faut ça, il nous faut des centrales nucléaires, il nous faut truc. Et comme il n'y en avait pas et que c'est de l'infrastructure, yallah, ça a marché. On va pas dire que ça n'a pas marché. Mais le problème, c'est quand on arrive au bout de ce cycle et qu'on a organisé le territoire comme on le sait dans nos connaissances, et qu'est-ce qui se passe après? On fait quoi? On fait appel, il y a Schumpeter qui arrive et il dit maintenant, si vous voulez de la croissance, il faut alors Ricardien, il est plutôt ordonné, administrateur, polytechnicien. Alors que l'autre, c'est un punk. L'autre, mais c'est de la racaille. Il arrive, puis je m'appelle le beurre, les taxis c'est de la merde, moi je vais faire 10 fois mieux. C'est ça. Et il casse tout. Pour moi, c'est un peu plus cette croissance qui nous excite chez les libéraux, je pense. Et Schumpeter, c'est un mec qui arrive avec une masse dans un magasin de porcelaine et il dit ça c'est nul, ça marche pas, ça c'est machin. Et il invente Internet, il invente la crypto, il invente. Mais Schumpeter, c'est le chaos. Et on a l'ordre et le chaos qui s'affrontent. Et moi, la grande question que je me pose en Chine, c'est est-ce que les Chinois vont accepter une dose importante de chaos dans leur économie pour apporter une croissance schumpeterienne? D'accord. Je sais pas. Ça, je suis pas sûr. C'est intéressant. Ceci dit, aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, Schumpeter, c'est leur pote. Tu veux tout péter? Vas-y. Oui, de toute façon, ils aiment le changement. Moi, j'ai toujours pensé que les civilisations qui réussissent le mieux sont aussi celles qui, quel que soit leur niveau de centralisation, décentralisation, étatisation, etc., mais celles en tout cas qui acceptent le changement et qui s'y adaptent plus individuellement ou plus collectivement, mais qui acceptent l'idée que le monde change et qu'ils ne peuvent pas décider de ne pas changer. Parce que si on parle de la Chine, pour m'intéresser beaucoup aux explorations maritimes et à la période de la colonisation, puis la décolonisation, etc. Ce qui est frappant, c'est qu'en Chine, je veux dire, ils étaient au sommet de la pyramide, si j'ose dire, et comment dire, ils ont préféré fermer les yeux et les oreilles et dire voilà, on coupe toutes les frontières et comme ça, personne ne pourra nous embêter si on laisse pas des étrangers arriver, nous apporter leur langue, leur religion, etc. Sauf que pendant ce temps-là, les étrangers innovaient chez eux et qu'au bout d'un moment, ils ont eu des jonques qui se battaient contre j'allais dire des cuirassés, j'exagère, mais enfin, tu vois l'idée. Mais bien sûr, ils ont raté entre guillemets la révolution scientifique. Et on voit bien les pays ou les continents qui ont raté la révolution scientifique, ils ont pris 2 siècles dans les dents, quoi. Ouais. Et c'est dur, long et pénible comme une journée sans pain. Mais voilà, après, on fait tous des conneries, j'ai envie de dire. La Chine a 2000 ans d'histoire ou 3000 ans. Ouais. Et j'ai envie de dire, dans 600 ans, on en rira, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours. Non, mais tout à fait. La vie des civilisations, voilà, c'est à la fin de la journée qu'on sait si elle était bonne, quoi. Et une civilisation, et Dalio le montre avec un brio extraordinaire. C'est pas compliqué, hein, la civilisation, ça monte, ça baisse, c'est vivant. Tout ce qui est vivant est volatile. Ouais. Donc le problème, quand tu es né en Chine en 1950, la volatilité, tu la trouves pas cool. Quand tu es né en Chine aujourd'hui, tu trouves ça beaucoup plus cool. Bien sûr, Donc il y a des gens qui ont du bol et d'autres qui en ont pas, quoi. Ça, c'est une constance. Bien sûr. On a la chance d'être né en Occident au moment où il y a du pognon. Bon, voilà. On va pas se le reprocher, mais il faut en être conscient, quoi. Mais alors, justement, tu parles d'acceptation du changement, etc. Et est-ce que c'est des trucs qui se voient dans les pays dont tu parles souvent, je dirais pas pour les défendre, mais en tout cas pour un peu rectifier peut-être des caricatures qu'il y a dans l'autre sens. Je pense à la Russie et je pense aux BRICS en général. C'est-à-dire... moi, là, si je caricature un peu ce que j'entends sur ta chaîne, c'est attention, l'Europe et les États-Unis vont se faire bouffer par la Chine, la Russie, et l'Inde et les autres BRICS, et ça va pas arriver après-demain, ça va arriver là, ça commence aujourd'hui, c'est etc. en cours, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'ils vont se faire bouffer. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est de voir que les États ne se font pas bouffer, ils se suicident. Et en fait. Je veux dire, les États-Unis. Ça, c'est peut-être c'est peut-être de l'histoire contingente là pour le coup. C'est un peu particulier là le côté, de se sentir coupable d'avoir réussi au point qu'on veut se limiter dans notre croissance, mais même faire venir le monde entier chez nous, etc. Ouais. Regarde en France, pourquoi on se désindustrialise? Parce que on fait les 35 heures, parce que on veut pas bosser plus, parce que on a des structures sclérosantes qui empêchent l'innovation. Enfin, moi, je suis parti en Suisse.
Parce que en France, pour monter des boîtes, alors déjà, c'est pas simple, les relations avec l'administration sont pas simples, mais en plus, c'est que tout ce qui n'est pas autorisé, faut demander enfin, tout ce qui n'est pas interdit, faut demander la permission pour savoir si c'est autorisé. Oui. Mais quand je suis arrivé en Suisse, mais ça, je peux faire? C'est pas interdit. Non, mais est-ce que je peux le faire? Bah oui, il est bête lui. Oui, si c'est pas interdit, tu peux le faire. Oui, non, mais il est français. Ah oui, alors, on va t'expliquer. Assieds-toi. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Sérieux? C'est vrai ça? Ouais, je Parce vois, oui, qu'en c'est France, pas, quand c'est pas pas interdit, il faut demander la permission. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est les structures sclérosantes. Donc au bout d'un moment, bah forcément, tout ce qui est sclérosé s'ossifie, la volatilité baisse. Puis quand la volatilité atteint 0, vous êtes mort. Mais alors, je suis d'accord, mais le cœur, une fois qu'il oscille plus, c'est terminé. Volatilité, c'est bon. C'est vrai, c'est coché. Effectivement, on peut voir les choses comme ça. Mais alors, je sais pas si je parle. Alors, je vais parler de l'économie, mais même, je pense que la réflexion se retrouve dans les structures administratives, militaires et compagnie. C'est assez impressionnant. Ce qu'on a vu, par exemple, des difficultés de l'armée russe en Ukraine, bah, c'est justement aussi qu'ils avaient des structures sclérosantes dans l'armée et que bon, ils s'en sortent pas trop mal finalement, mais parce que pour l'instant, c'est plutôt eux qui gagnent. Hein. Bah oui, mais avec vu le différentiel de force sur le papier, c'est pas normal qu'ils gagnent pas plus que ça. Ouais, alors après, j'y vais avec beaucoup de prudence sur la question militaire en Ukraine, parce que déjà, c'est pas du tout mon domaine. Oui, bah, et non puis, plus, en plus, je sais qu'en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. C'est tout à fait. Donc en fait, je sais que je suis bullshité à 200% par les deux camps. Ouais, c'est tout à fait exact. Ouais. Et les Ukrainiens, je sais que s'ils n'avaient pas le support de l'OTAN et de l'Europe, eux-même le disent. Au bout de 3 jours, il était prêt à se rendre. Ouais, non, bien sûr. Et dire, c'est bon, les Russes arrivent, haut les mains, vous voulez quoi? Enfin, je veux dire, voilà, parce que de toute façon, t'es à poil. Et là, les Américains lui disent, attends, mec, non, c'est pas fini, regarde, on va t'envoyer c'est peut-être des trucs. aussi parce qu'il s'est pas rendu tout de suite que les Américains ont continué derrière à soutenir. Mais bon, c'est ça. Là, on se lancerait dans du commentaire voilà. militaire, donc je veux pas aller sur ce. Voilà, sur mais ce ce que je veux dire, terrain-là. c'est que face à l'agression russe, il y a la puissance de l'OTAN. Oui. Et alors après, à quel niveau, etc. Mais on peut pas dire que c'est les Ukrainiens qui repoussent la Russie, quoi. Oui, non, bien sûr. Ils ont un petit bonus, quoi. Tu vois. Ouais, non, il me semble qu'ils ont des appuis extérieurs. Voilà, bon, ça n'enlève pas leur courage, leur détermination, etc. Mais je suis pas de d'accord problème. que, Mais en bien sûr, attendant, les Russes, ils ont bouffé 40% du PIB de l'Ukraine, parce que la partie qui est conquise par les Russes, c'est une partie qui était russophone. Alors je sais pas moi si l'Ukraine existe ou pas. Est-ce qu'elle est debout cette partie encore? Qu'est-ce qu'il y a comme richesse dans cet est de l'Ukraine? C'est des usines? Elles sont pas détruites les usines? Parce que j'ai l'impression que là il règne un peu sur un champ de ruines quand même, non? Eh ben ça c'est la grande question en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Et on verra à la reconstruction. En Crimée c'est propre parce qu'il n'y a pas eu de bombardement. En Crimée voilà, oui, il n'y a pas eu de combat. Donc voilà, ils ont un bout. Le niveau de vie a été multiplié par 2 ou par 3 en Crimée parce que la Russie a un niveau de vie plus élevé. Que ça, quand un État centralisé peut subventionner, je veux dire, à Marseille on vit correctement parce qu'on est en France aussi. Hein, voilà. Donc du coup, c'est pas étonnant que les gens en Crimée, t'es fonctionnaire en Crimée, on te dit on fait x2 sur le salaire. Ouais, c'est pas bien, mais je vais le prendre quand même, tu vois. Ouais, voilà. Le jour où je n'ai pas le choix, de toute façon, autant m'en contenter. Oui, puis c'est pas pareil que si t'as pas le choix et qu'on te multiplie ton salaire par 2, et si t'as pas le choix et qu'on te le divise par 2, tu vois. T'as une tendance à la révolution qui est plus forte dans la deuxième cas. Ouais, bien sûr. Et puis les mecs, ils parlent déjà russe. Enfin, tout ça est compliqué, mais en attendant, les Russes sont en Ukraine. Là, ça, c'est une certitude. Et pour l'instant, le front bouge plus depuis un an et demi. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont se faire enfoncer par la contre-offensive? J'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est plutôt eux qui ont l'avantage. D'autant qu'on avait Bruno Le Maire qui voulait effondrer l'économie russe. Et l'économie russe, ils sont en train de réviser, le FMI est en train de réviser les prévisions de croissance de l'économie russe à la hausse. Donc, l'économie russe, dans quelle proportion est-ce qu'elle repose sur les ressources? Bonne question. Est-ce que c'est pas une malédiction de reposer sur ces ressources, même quand on est à Russie et qu'on a des brillants cerveaux? Attention, hein, justement, c'est ça qui est très ironique et très cynique, c'est que les sanctions que tu prends contre un pays, pour lui dire comme l'Iran ou je sais pas quoi, soit ça marche et tu le renvoies à l'âge de pierre, comme la Corée du Nord. Ouais. Je veux dire, les pauvres gars qui arrivent à sortir de là, ils arrivent dans un état calamiteux. Sur la santé, hein, je veux dire, on sent bien sûr, il y avait des vers dans des vers dans les intestins, etc. C'est Godefroy de Bouillon là qui sort avec tous ces. Il est dans un état sanitaire pitoyable. Donc voilà, là on peut pas dire que les sanctions ont pas marché parce que la Corée du Nord c'est 5 milliards de PIB, je crois.
Voilà, avec C'est- l'économie souterraine, on va dire 60, mais Pas grand-chose. voilà. Mais bon, après, c'est pas comme si on les avait ramenés à l'âge de pierre. Ils en étaient jamais. Bah, la guerre en de quelque Corée, sorte. ça leur a pas fait du bien, quoi. Oui, ça aura pas fait du bien, voilà. Mais disons on leur a coupé l'opportunité de se développer, en tout cas, comme Ouais, la c'est Corée ça. du Sud. Ouais. Et puis, il y a des moments où ça marche pas, et ça semble être le cas avec la Russie, parce qu'en fait, la Russie a eu des portes ouvertes, et c'est Villepin qui en parle très bien. Dominique de Villepin explique que la Russie est soutenue par la moitié de la planète, parce que la moitié de la planète vit très mal l'impérialisme occidental, entre guillemets, si on veut caricaturer. Ouais. Le Et est-ce qu'il vit mieux rayonnement l'impérialisme russe? Parce que, à la limite, quand on est la Chine, je comprends qu'on peut traiter d'égal à égal avec la Russie. Mais Ouais. je veux dire, d'expliquer que les Africains sont beaucoup plus contents, peut-être pour l'instant, parce que là, ils ont peut-être le bon côté de l'influence russe. Je pense pas que les Russes soient de meilleurs maîtres que les Européens, enfin que les Français et les Occidentaux Bah, ça, on est en en Afrique. train de- bah, ça se déroule devant nous, j'ai envie de Oui, dire. oui. Mais moi qui étais en Centrafrique et Ouais. j'ai pu rencontrer le président Touadéra et ses ministres, Mhm. à un moment, je leur ai demandé, mais quand même, les Russes, c'est chaud quand même, Wagner. Mhm. On discutait un peu. Je disais, mais c'est quoi le pitch, tu vois? C'est quoi l'idée générale? Et le gars, il me dit, ben, entre nous, franchement, l'armée française est partie. Moi, j'ai des mecs qui veulent me couper en deux avec la machette. Mhm. Il y a des Russes qui arrivent en disant, je te sauve la vie. Ah, tu prends, hein. Et tu dis, ouais, mais ils sont méchants. Et ouais, mais eux, ils ont des machettes. Donc, ils veulent me buter. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même réalité. Et tu dis, oui, mais à long terme, vous allez avoir des problèmes. Tu dis, oui, mais à court terme, Oui, il vous faut ne plus avoir survivre déjà, tête. faut survivre pour avoir des problèmes. Oui, je comprends. Exactement. Ouais, bien sûr. Et là, tu te dis, ouais, toi, t'as pas les mêmes problèmes que moi. Je discutais avec un ministre et je lui disais, mais quand même, là, le Sango Coin, parce qu'il voulait lancer une Il est- crypto-monnaie oui, un il peu était pétée question pour de faire ça, une ouais. city sur une île, machin et tout. Et je lui disais, mais en vrai, ça marchera pas. Enfin, Il me dit, ouais, il faut que je lève X milliards. Hein. Je dis, mais ça marchera pas. L'entrepreneur, c'est Et pas le un but, c'était champignon de de lever Paris, X c'est une milliards. truffe. Un champignon de Paris, on fait Ouais. une cave, on ensemence et puis ça pousse des champignons. Voilà, on peut produire des champignons. Mais la truffe, c'est pas comme ça. Un entrepreneur, il pousse spontanément. Donc, faut pas planter des truffes, faut planter des chênes. Faut faire un état de droit, faut faire des infrastructures. Et les entrepreneurs, ils pop. Pour planter des chaînes, tu peux avoir des glands à la fin aussi. Ouais. Et lui, il me regarde comme ça, puis il me dit, tu vois, le gars assis à côté de toi, puis je regarde, puis il y a un mec comme ça. Il a l'air un peu fermé, pas très facile. Hein. Il me dit, lui, si dans 3 ans j'ai pas réussi à faire là, il me tue. Et moi je fais, ouais, alors, allez. Ah, ouais, vu sa tête, c'est peut-être pas si faux. Ça fait penser à la scène dans, Et le gars, il me dans regarde. Lord of War, quoi. Tu sais, le type qui se fait buter là devant, devant le président. Et le gars, il me regarde et il me dit, il a raison. Et là, il rigolait pas. Hein. Ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, je suis pas chez moi là. Oui, Ah, là, c'est j'ai changé de là, c'est planète, culturel, là. quoi. Ah, C'est pas. Non, bien sûr. Et comment tu peux juger ces gens-là? Tu vois, eux, Non, je le comprends. on n'est pas point sur de vue, la bien même sûr. planète, tu vois. Et franchement, moi, voilà, j'en sais rien. Nous, on parlait de Bitcoin, on parlait de monnaie. Et tu vois, juste poser la question comme ça, tu vois, pour savoir, parce qu'on y était, c'est quoi votre point de vue? Et je me suis dit, ah ouais, non, là, on n'a pas la même vie, là. Ah là, on n'est pas sur la même planète, tu vois. Oui, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu sceptique sur le côté adoption de Bitcoin dans les pays débancarisés, parce que s'ils sont débancarisés, justement, c'est que généralement il n'y a pas les institutions quand même pour avoir une économie qui tire, déjà qui pourrait utiliser Bitcoin avec tous les réseaux de communication, etc., et qui pourrait en tirer le meilleur parti, etc. Alors pour Bitcoin, bon, ce qui est cool, et surtout en Afrique, c'est qu'ils développent des moyens d'utiliser Bitcoin avec le réseau téléphonique. Donc pas Internet, avec le GSM. Mais parce qu'en Afrique, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la mobile money. Et comme ils ont un peu des monnaies claquées dans pas mal de pays, les gars, ils sont pas plus bêtes que nous. Et au contraire, quand on voit ce qu'ils font rouler sur les routes, ils disent, mais ça roule ça. Ça, je dis, bah, j'irai pas. c'est le génie du bricolage, c'est incroyable. Ouais, D'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les gars, ils arrivent à faire du business pour survivre. Oui. Et c'est de l'entrepreneuriat bas niveau parce que toutes les infrastructures et les conditions font que tu peux pas faire beaucoup plus. Mais les gars sont quand même sacrément plus démerdes que l'esprit d'entreprise est là, clairement. Ouais, carrément. Et du coup, tu dis bah Bitcoin, enfin la monnaie. Et ben ils ont essayé de faire avec ce qu'ils avaient sous le coude. Hein. Ils voient bien que ça marche pas. Telle monnaie, qu'elle perd. Mais je sais qu'on peut le faire fonctionner par SMS, Bitcoin, ou par un truc classique. J'avais entendu dire, mais je savais pas que ça se faisait vraiment, quoi. Mais avant ça, ils se sont dit, tiens, ils avaient un truc sous la main, c'est les crédits téléphoniques d'Orange, de M-Pesa, d'opérateurs. Et ils se sont dit, bah en vrai,
ça garde la valeur, c'est des minutes de téléphone. Bah, c'est comme les bons d'achat Amazon, en quelque sorte, c'est quasiment une monnaie. Hein. Oui. Et là, c'est des minutes de téléphone. Donc, je me dis, et ils ont commencé à s'échanger des crédits téléphoniques. Et du coup, après, les opérateurs téléphoniques ont fait des systèmes où tu pouvais mettre de l'argent en dépôt sur des comptes de mobile money. On appelle ça de la Momo, de la mobile money. On a dit, tu payes en Momo. Je dis, c'est quoi, c'est qui, c'est les mobile money. Je dis, de quoi tu me parles? Ah, c'est incroyable ça. Et en fait, avec le téléphone, c'est des codes, mais des trucs à coucher dehors pour envoyer à ta femme, c'est 88776, étoile dièse 88, parce qu'ils ont un 9 touches, hein, pour. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, toi, tu viens avec un wallet Bitcoin. Et tu dis, ah, mais c'est comme la Momo, ça. Parce que j'ai un wallet, et en fait, ils captent beaucoup plus vite que mon laitier, parce que ils ont déjà leur argent dans leur téléphone. Oui, je comprends, d'accord. Et après, tu leur dis, sauf que y a ton frangin, là, il s'est fait escroquer par Orange, qui lui a fermé son compte pour je sais pas quoi, il a plus sa mobile money. Bitcoin, personne viendra y toucher. Je me souviens, au Ghana, on était allé sur la plage le soir, on a bien rencontré les gens. Et puis, je leur disais, tu vois, ta monnaie au Ghana, elle a de la volatilité comme ça. Une grosse volatilité qui part au sol. Et Bitcoin, il a une grosse volatilité pareil, mais qui va dans l'autre sens. C'est ça. Et on passe une demi-heure à leur expliquer qu'on veut bien leur acheter des éléphants taillés dans le bois d'ébène, mais en Bitcoin, pas en monnaie locale, parce qu'on veut leur expliquer ce que c'est. Ouais. Et à la fin, ils disent, yeah, I want Bitcoin. Oui. Si c'est parce pour vendre qu'on leur a expliqué que le Bitcoin, ils pouvaient le convertir en Momo. Ouais. Donc, ils avaient du on-off-ramp. Mobile money avec du Lightning Network. Ça leur fait pas peur en fait de faire des détours comme ça parce qu'ils ont l'habitude de devoir se compliquer la vie. Et puis ils voient bien qu'ils sont en train de crever quand ils mettent de l'argent de côté et que leur pognon est divisé par 2 au mieux tous les 2 ans. Donc du coup le gars il dit je risque quoi, de toute façon on va me le voler. Enfin, tu vois. Ouais, non, bien donc sûr, il me dit ça et si ça marche je trouve quelque chose. Et dans les pays où Bitcoin est interdit, comme au Nigeria, en Turquie, ils en ont plein les poches. Oui, ça. Je veux dire que c'est comme quand la Chine interdit Bitcoin pour la 5e fois. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas réussi à l'interdire la première, quoi. Et en Turquie, ce qui est encore plus fou, tu te dis, mais comment ça marche un dictateur? Tu vois, tu te dis, mais c'est quoi le modèle, tu vois? Et si on me dit Erdogan, il est fou, il est salafiste, il machin, je sais pas quoi. Ok, il est dingue, mais son pays quand même, ça marche pas mal parce que le marché action turc depuis 2019 en dollars, il te sert 4% par an réel. Ouais. Voilà, donc il est peut-être fou, machin et tout, mais son bordel, ça marche quand même un peu. L'économie turque, elle s'est pas effondrée. Ce qui s'est effondré, c'est le salaire du fonctionnaire, la retraite du retraité et l'épargne du porteur de bonds. Mais comment peut-on avoir une monnaie aussi instable si on a une économie qui fonctionne avec des entreprises qui produisent tout? C'est génial, parce qu'ils exportent tout? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, en Turquie, il y a une destruction de la valeur de la monnaie, mais il n'y a pas eu de destruction du capital parce qu'ils sont pas en guerre. On n'a pas bombardé les usines. Ça, je suis d'accord. Donc en fait, les gars peuvent bosser. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font si la monnaie turque s'effondre? Ils en prennent pas. Et en fait, moi, j'ai acheté des apparts là-bas avec un pote qui est franco-turc et du coup, il traduisait. Et puis, le marchand de meubles, là, on était bouffé avec lui le soir. Et j'ai dit, mais comment tu fais pour t'en sortir avec une monnaie qui s'effondre? C'est un délire en trésor. Ouais. Et il me dit, ah non, mais moi, je m'en sors bien, ça va bien. Moi, je m'inquiète plus pour les autres que pour... J'ai dit, les autres, d'accord, laisse les autres chez eux. Toi, comment tu fais? Il me dit, j'ai pas de livre turc. Quand il rentre du cash, il appelle son fournisseur, il lui passe la commande et en fait, il a des stocks, il a de l'or, il a peut-être un peu de crypto, il a des choses, tout ce qui n'est pas de la monnaie turque. Et du coup, l'économie fonctionne sans la monnaie. D'accord. Ok. C'est vrai. C'est intéressant, mais alors ça marche de feu de Dieu. Mais pour est-ce qu'on peut investir en fait dans les entreprises turques sans passer par la monnaie turque? Ou alors les entreprises turques, elles se passent de la monnaie turque parce qu'elles savent qu'elles vont se faire pilonner. Mais elles se passent de la monnaie turque. Comment j'investis dans les entreprises turques? Sur la bourse d'Ankara ou ça, j'en sais rien. Ou mais je veux dire, nous, on achète des apparts en Turquie, donc on investit dans l'économie turque. Oui. Et en vrai, on se fait payer. Mais là, tu achètes directement un truc réel. Ouais. Là, le problème quand tu achètes une action, c'est que tu achètes une la part du dividende. mais t'achètes la bourse. Si lui, il est payé, si le dividende est payé en monnaie turque. Tu le convertis tout de suite. Oui, tu peux convertir tout de suite. La loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Dans les rues, il y a que de la livre turque. Et il y en a pas dans les comptes. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc en fait, la livre turque, ça sert à tout payer. Mais dès que t'en as, tu payes et tu la vends.
Et toi, t'en as pas dans ton bilan. Tu vois, dans ton patrimoine, t'as pas de monnaie, Ouais, je t'as pas comprends. de C'est livre. peut-être la différence avec un pays comme la France ou d'autres pays. L'exemple est peut-être mal choisi, mais je veux dire, c'est que là, ils ont peut-être plus de mal en Turquie à imposer le cours légal de la monnaie turque et Mais c'est l'acceptation même de pas tous les ça. paiements, etc. C'est même pas ça. Parce Mais que je c'est veux un peu dire, ça qui nous bloque en si ma France. monnaie, elle s'effondre, tu me payes quelque chose, tu me donnes de l'euro qui perd sa valeur tous les 6 mois. Bah, dès que je reçois de l'euro, au pire, j'achète des paquets de clopes avec. Hum. Donc, Oui, mais alors voilà. comment ils font pour emprunter, faire du crédit, etc. Ah bah, alors là ça, où c'est ça devient, qui est beau, c'est que la crise de la monnaie turque vient de leur emprunt à l'étranger. Ils ont emprunté, ils ont financé leur croissance avec des emprunts à l'étranger, là où la Oui. Chine l'a financé avec de l'épargne interne. Oui. Donc la Chine est allée beaucoup plus lentement parce il a fallu se serrer la ceinture d'un cran de plus, qui était déjà bien serré, hein, Ouais. pour dégager une épargne, pour faire des réserves de devises et pour financer leur croissance. Donc là, ils n'ont pas de problème avec le dollar. La Turquie se dit, bon, en vrai, on peut demander à la Deutsche Bank de nous faire des prêts en dollars parce que du coup, on a un taux d'intérêt qui est plus bas que le nôtre, donc ça joue et on se développe, croissance. Sauf que tu importes plus que tu exportes parce que tu importes beaucoup pour développer ton économie. Et oui, Elle se et si développe. ça sort pas suffisamment vite, les exports, et ben là, Et pour ben le coup, après, tu as ton taux de chance qui se casse la figure et t'es tu te coincé fais serrer sur la dette en dollars. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font du coup maintenant? Ils ont deux solutions. Ils ont la solution de ce que j'appelle un peu les benels, qui leur dit bah faut monter les taux d'intérêt, comme ça vous allez lutter contre l'inflation. Et Erdogan il dit bah oui, si moi je monte les taux d'intérêt, je massacre ma croissance parce que ça veut dire que je ralentis mon économie pour freiner les importations et les mettre au même niveau que les exportations. Donc je casse mon moteur économique. Et lui il dit bah en vrai, tu vois, moi c'est comme ça que j'interprète. Il l'a jamais dit, mais ce qu'il dit c'est en vrai, si on considère que leur dette et leur truc là, c'est pas très moral, si on dit que c'est halouf, et ben dans ce cas-là, si c'est pas moral, on peut aussi se passer de la dette. Le jour où la Turquie renie sa dette en dollars, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont fait de renier leur dette en dollars ou pas? Bah ouais, la livre turque s'effondre tous les 2 ans. Tu rembourses la dette en livre turque, tu démonétises ta livre turque. Au bout d'un moment, tu peux rembourser tout ce que tu veux. Voilà. Et si tu coules moi, je m'attends à ce qu'à un moment, la Turquie nous dise on va faire une monnaie avec parce que là, si nos j'ai potes des créanciers... afghans, au Turkménistan, au Kazakhstan, ou je sais pas qui. On va se faire une monnaie à nous. Et du coup, la livre turque, ça joue plus. Et la dette en dollars, elle passe à la trappe par la même occasion. Et tu bennes ta dette en dollars au profit d'une nouvelle monnaie. Et tu couillonnes tes créanciers. Oui, voilà, c'est et ça. J'allais dire, c'était un fusil à un coup. Hein, voilà, mais et ils auront raison de le faire. Mais tu fusilles qui? Tu fusilles les Américains et les Européens? Ouais. Personne ne les aime là-bas. Oui, bien sûr. Ouais. Quand tu tournes ton commerce vers le Moyen-Orient, la Russie, la Chine, le Brésil, mais s'ils couillonnent les Occidentaux, ils vont se marrer. Ah oui, leurs non, mais potes. ça, je suis d'accord que Donc, je veux dire, ça c'est leur un fusil posera à un aucun coup. problème moral. Quoi. Mais c'est un sacré coup. C'est un sacré coup. Et c'est pour ça que les BRICS, qui voient bien que ce système il est un peu pété au bout d'un moment, eh ben, ils sont en train de se dire comment on fait pour netter nos échanges sans s'empiler des dettes sur les générations futures. Et c'est compliqué, ils n'y arrivent pas forcément très bien encore là. D'où le projet de monnaie, justement, ce sera ma dernière question, mais ça nous ramène à l'actualité à toute récente. Là. Parce qu'on est donc on est le combien déjà, le 25 26, oui, truc comme ça, fin août. Ouais, de 2023. Le et donc lendemain de la conférence des BRICS. Exactement, qui ont admis des nouveaux membres et je pense qu'ils ont avancé, j'ai pas lu les détails, mais sur ce projet de monnaie commune ou un truc comme ça. Bah, ils ont la volonté. Après, il y a plein de problèmes. Mais là où nous, on cherche à faire des balances bilatérales, eux, ils cherchent à faire un système de netting à 2 ou 3 bandes. C'est-à-dire, ils disent, bon, si on est suffisamment nombreux, toi, tu m'envoies de la roupie, moi, je sais pas quoi en foutre de tes roupies. Par contre, peut-être que le copain qui est chinois, il voudra de la roupie parce qu'il t'a envoyé un truc. Ouais. Ils se cherchent. Et en plus, ils n'ont pas toute la sophistication du système financier qu'il y a en Occident. Donc, faire tout ça sans JP Morgan, c'est quand même plus dur parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut de Goldman Sachs, ils ont quand même un peu d'expertise dans la tuyauterie financière. Oui, tout à fait. Donc ils se cherchent, mais ils se disent, putain, quand même, déjà on va essayer de rabaisser le niveau de conflit dans la zone
Parce que quand on voit l'Arabie Saoudite qui serre la main à l'Iran avec un Chinois au milieu, waouh. Ouais, non, c'est assez. Donc curieux. ils cherchent à apaiser les conflits parce qu'ils disent si on continue les conflits, ça va pas fonctionner, ça aide pas. Il y a la Chine qui dit ouais, moi j'ai mes routes de la soie. Il y a la Turquie qui dit moi j'ai un gazoduc là entre la Russie et la Turquie. Ouais, ça tiendra combien de temps quand on voit que la Chine et l'Inde se battent dans l'Himalaya et ce genre de choses, quoi, et que l'Arabie Saoudite et l'Iran, bon, on verra combien de temps ça tient, mais j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas ils essayent. Ouais. Et on voit que la tendance depuis plusieurs années, c'est que les gars essayent de se parler. Puis il y a la Chine qui dit bon, s'il y a des problèmes, moi je veux bien faire un swap et prêter un peu. Moi je suis assis sur l'or. Ils se cherchent. Mais c'est pas facile de construire En fait, on a oublié que l'Occident a mis 2 siècles à se sortir de la misère. Et eux, la Chine en est sortie en 30 ans, et les pays d'à côté, tout va plus vite, donc c'est quand même un sacré base. Enfin, c'est pas un problème trivial. Donc, moi, je dis, si ça se tente, quoi, tu vois. Et imaginons ils arrivent à faire leur monnaie. Est-ce qu'elle trouvera plus grâce à tes yeux que l'euro? Parce que finalement, l'euro, c'était ça. C'était des pays qui se mettent d'accord aussi au pour faire une début, monnaie oui, à la fin, commune, non. etc. En fait, il y a toujours un truc d'adoption. Et en fait, quand l'idée vient faut acheter quand ça monte, quoi. Le pari directionnel, nous, on a pris dans ma lettre d'investissement, on a des obligations chinoises depuis 2018. On a mis la pâtée au dollar et à l'euro de 30 ou 40%. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours des bonds chinois? Ouais, c'est cool parce que c'est la monnaie pivot et que c'est un peu la Deutsche Bahn, enfin la banque, la BUBA, pardon, la BUBA, la Bundesbank, la banque centrale allemande, pré-euro. Et donc post-guerre mondiale. Cette position-là, ouais. Donc c'est cool parce qu'ils privilégient la valeur de la monnaie à la valeur de leur marché action. Mais c'est nettement moins sexy qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Ah oui. Parce que voilà. Donc après, il n'y a pas de bonne solution. C'est toujours une adaptation. Et l'or aujourd'hui est bien placé dans notre cœur. D'accord. Voilà. Et Bitcoin aussi. Mais donc ça dépend du moment, ça dépend du timing. Dans 10 ans, la Chine, je sais pas. Parce que dans 10 ans, s'ils se sont pas schumpeterisés, ça va commencer à craindre. D'accord. S'ils n'ont pas accepté une part de chaos pour se renouveler et inventer le futur, ce sera peut-être moins sexy. Ce sera intéressant à observer. Mais pour les 10 années qui viennent, c'est plutôt cool. Parce que c'est décorrélé du dollar. Ils prennent soin de leur monnaie, donc ils prennent soin de mes sous. Quand on me dit on peut pas acheter du yuan, on peut pas acheter le yuan onshore qui circule là-bas, mais on peut acheter un bond. Et le bond, c'est la monnaie complète. C'est le capital plus le coupon. C'est l'intégralité de la monnaie, c'est le bond. Oui, d'ailleurs, j'avais lu une fois, mais j'ai oublié l'explication sur la différence entre le yuan et le renminbi, et c'était un truc un peu technique comme ça, justement. Il y en a une qui circule à un endroit, l'autre c'est pour dans planter l'autre, les étrangers quand il y a besoin. Oui, voilà. En gros, si on le résume, oui. c'est pour que les créances étrangères, on puisse les répudier plus facilement, en gros, ou décorréler la valeur, etc. Mais si tu achètes un bond chinois, c'est les mêmes. Et un bond, c'est la monnaie complète. Quand tu as réuni le capital plus le coupon, un billet, c'est presque un strip. C'est un 0 coupon, un billet de banque. Mais je veux dire, sur les obligations chinoises, ils n'ont donc pas la possibilité, par exemple, de renier leurs obligations pour les offshore et pas pour les onshore, comme a fait Evergrande ou. Evergrande, c'est des actions. C'est des actionnaires étrangers qui se sont fait piler. Et je crois des détenteurs d'obligations étrangères. Oui, c'est des bonds privés, c'est de la dette privée. Ah oui, de la dette privée, voilà. Ok. Mais le problème des marchés obligataires, la spécificité du marché obligataire, comme on le disait au début, c'est que ça sert à piloter sa monnaie et son économie. Donc, c'est pas un problème, le marché obligataire, si on le voit comme un outil de pilotage. Le sujet du marché obligataire, c'est combien d'assets je peux mettre en face pour voir mon niveau de ma balance des paiements, quoi. Voilà, des comptes courants. D'accord. Et si ma balance elle est équilibrée et que je suis pas en déficit par rapport au reste du monde, tout va bien. J'ai du yield que je sers d'un côté, mais j'ai du yield qui rentre de l'autre parce que j'ai des assets. C'est pas un problème la dette. Dans ce cas-là, c'est un problème quand le yield sort de la richesse tous les ans. Et le fait que la Chine soit une grande créancière, une détentrice de bons du trésor américain, est-ce que ça justement, ça peut être aussi un truc où je sais pas, les deux vont se tirer dessus et vont peut-être se tuer en disant moi je commence à vendre ta dette, moi j'arrête d'acheter tes produits. C'est compliqué parce que s'ils se tirent dessus, c'est l'annihilation en fait. Parce qu'au début c'est économique, mais ça veut dire que la Chine s'assoit sur un trésor de guerre de plusieurs milliers de milliards. Donc c'est quand même compliqué.
Tu vois, ils savent qu'ils vont pas en gagner grand chose et que dans le temps ça va se déprécier parce qu'ils ont bien vu comment Donc ça se c'est passait peut-être avec pas les plus mal qu'ils se Américains. tiennent par la barbichette finalement. Bah oui. Dans Oui, ce mais moi cas-là. j'aime bien quand les gens ne se tapent pas dessus parce qu'ils savent qu'ils vont se faire mal réciproquement. Tu vois, D'accord. moi ça me va. Et puis il y a quand même la bombe nucléaire En plus, oui, over c'est the un top, détail, oui. où tu dis, ben oui, mais pourquoi il n'y a pas de conflit ouvert entre la Russie et les États-Unis? Ah bah, Parce que les gars ils disent ça joue. si on chauffe trop quand même, à un moment ça va partir en vrille, quoi. Tu vois. Bien sûr. Ça risque de partir en vrille. Donc on va mettre les Ukrainiens au milieu. Si on tue des Ukrainiens, c'est pas trop grave. C'est affreux. Hein. Ouais, bien sûr, mais je comprends qu'il résonne comme ça. Il y a un dicton qui dit, les États-Unis se battront contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà. C'est d'un cynisme affreux, mais ça nous préserve quand même d'une guerre nucléaire. Donc voilà, c'est crapoteux, mais D'accord. on reste en vie, quoi, globalement. Donc c'est quand même, c'est un équilibre, on va dire. D'accord. Bon, bah, ça me semble une belle conclusion. Donc déjà, merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs auront appris un tas de choses intéressantes. Et pour poursuivre tes activités, s'abonner à la lettre, etc., on leur donne rendez-vous à quel endroit? Grand Angle Éco pour faire de l'économie, Grand Angle Crypto pour faire de la crypto sur YouTube. Voilà. Et là, il y aura tous les liens, j'imagine, vers les sites et les trucs comme ça. D'accord. Ok, parfait. Ouais. Bon, Richard Détente, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez qu'on essaie de refaire un épisode avec Richard Détente, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou en nous écrivant. Et puis surtout, en mettant, vous savez, les likes, les partages, enfin tous les trucs qui aident notre émission à être plus visible. Merci encore pour votre fidélité et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.